Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir à l'actualité et à l'annonce de l'envoi de 4 Rafale en Lituanie pour faire face à la Russie, faire face à Poutine. Le chapitrage aujourd'hui est très simple. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la NATO Baltic Air Policing, la permanence opérationnelle, si on veut dire, les mesures permanentes de sécurité du côté de la Lituanie, du côté des États baltes. Ensuite, nous allons regarder la différence entre le Rafale et le Mirage 2000-5. Mirage 2000-5 qui d'habitude fait cette mission. Et ensuite, derrière, petit écart vers la Bulgarie. Pourquoi la Bulgarie? Parce qu'il semblerait que l'armée de l'air bulgare soit à la recherche d'avions de chasse pour les prochaines années et la France serait peut-être parmi les fournisseurs. Roger ball. Šiauliai, en Lituanie. Alors pardon pour la prononciation, c'est une base en Lituanie où à l'heure actuelle il y a des F-18 Hornet espagnols et des JAS-39 Gripen qui viennent de République tchèque. Quelle est leur mission? Eh bien faire la Baltic Air Policing depuis 2004 et l'arrivée des pays baltes dans l'OTAN. Ces petits pays, la Lituanie, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'armée de l'air lituanienne? Eh bien, je ne pense pas. Eh bien, ces pays, ils ont besoin de protection aérienne et c'est donc les autres pays de l'Alliance qui s'en occupent. L'armée de l'air italienne, c'est 1500 personnes, 0 chasseurs, ils ont du Cessna 172, ils ont du C-27J, ils ont du L-410, ils ont donc quelques petits avions de transport, mais ils sont absolument incapables de maintenir leur espace aérien, de protéger face à la Russie. Et c'est pour ça que depuis 2004, il y a en permanence un minimum, j'ai bien un minimum, de 4 aéronefs qui peuvent provenir d'une multitude de pays. Au tout début, c'était les F-16 belges. Après, vous avez les Allemands, les Canadiens, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Hongrie, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni et même la Turquie qui ont participé à cette protection. Est-ce qu'il y a eu des soucis? Oui, par exemple, le 30 août 2011, il y a eu une collision en vol entre un Mirage 2000 et un L-39 et ça a fini par une double éjection. Le 26 avril 2013, c'est un F-16 danois qui percute des oiseaux et doit faire un posé en urgence. Vous avez également un, et là c'est un peu plus drôle, un Typhoon, un Eurofighter Typhoon allemand qui en 2015 a perdu un bidon au roulage. C'est quand même pas banal et c'était en Estonie. Mais le plus médiatisé, c'est sûrement ce qui s'est passé le 8 août 2018, où un Typhoon espagnol, alors qu'il faisait un vol 2v2, 2 contre 2, 2 Typhoon, 2 Mirage 2000 français, un Typhoon espagnol a ouvert le feu avec un vrai AIM-120, avec un vrai missile Fox 3. Ce missile est censé s'auto-détruire, il n'a jamais été retrouvé, mais ça a été très embarrassant pour l'Espagne, très embarrassant pour l'OTAN. Et d'après certaines sources, il a tiré sur rien du tout. D'après certaines rumeurs, il faisait un entraînement avec les Français et ça prouve le bon niveau d'entraînement des Français qui sont tranquillement rentrés à la maison. Pour la petite histoire, ce tir a eu lieu à 40 km au nord de Tartu, donc en Estonie. Et il y avait à ce moment-là 6 Typhoons espagnols et un détachement de 135 personnes pour les mettre en œuvre. Et forcément, vous vous doutez bien, au milieu de l'après-midi, derrière, pendant plusieurs jours, les Typhoons ont été interdits de vol parce qu'il s'agissait de savoir si c'est une erreur humaine, ce qu'on appelle un excité de la gâchette, ou si c'était un problème, un défaut au niveau du logiciel ou au niveau électrique sur l'avion, et c'était du facteur humain. Mais tout ce petit monde, quelle est leur mission? C'est un petit peu comme la garde qui attend l'hiver, c'est un petit peu comme la garde dans Game of Thrones. Leur objectif, c'est de patrouiller et d'être prêt à venir montrer, si besoin, que aucune violation ne sera tolérée. C'est un petit peu un travail de défense, de protection de ligne. Vous êtes là au cas où un adversaire, au cas où un avion inconnu se rapproche. Donc à l'heure actuelle, si vous regardez un petit peu une carte, vous voyez que d'un côté, vous avez la Biélorussie, de l'autre côté, vous avez Kaliningrad, qui est une exclave russe, vous avez Saint-Pétersbourg qui n'est pas très loin, vous avez Minsk qui n'est pas très loin également. Bref, c'est un endroit hautement sensible, hautement stratégique, qui appartient à l'OTAN depuis 2004. On sait à quel point ça peut poser des soucis. Et du coup, vous avez cette proximité géographique et ça peut arriver de tous les côtés. À partir de là, vous pouvez vous retrouver
à décoller pour faire face à un Sukhoi 27, un Sukhoi 31, un Sukhoi 30, du 35, qui viendraient se rapprocher. Et l'idée, c'est de montrer en permanence que vous êtes prêts à faire face, vous ne laisserez pas l'espace aérien violer sans intercepter. Donc, pas de combat, c'est de l'interception, voire même de l'interception à distance. Si vous en êtes chacun de son côté du pays, on vient décoller et chacun reste de son côté de la ligne. Si vous êtes dans certaines zones au-dessus de la mer, ça peut être légèrement différent. Mais de manière générale, vous êtes plutôt sur de l'interception à distance, au radar, des choses comme ça. Dans certains cas exceptionnels, vous pouvez venir au contact, mais pour ça, il faut être au-dessus d'une zone neutre, typiquement au-dessus de la mer. Alors comme je vous le disais, généralement, ce sont les Mirage 2000-5 qui font ça, les fameuses cigognes. Néanmoins, lors des soucis en Crimée en 2014, il y a eu un détachement en Pologne de Rafale. La volonté était d'augmenter un petit peu la pression et vous aviez donc déjà eu des Rafales qui ont participé à ce genre de mission. À savoir qu'à l'heure actuelle, vous avez du Rafale et du E3F. Donc le E3F, c'est le fameux AWACS, l'avion radar, qui participe à la mission EVA. EVA, c'est Enhanced Vigilance Activities. Et depuis le 24 février, vous avez au début, pendant un mois, c'était des avions, des Rafales de Mont-de-Marsan, Rafale monoplace, qui décollaient, qui allaient patrouiller du côté de l'espace aérien de l'OTAN face à la Russie, face à l'Ukraine également, de manière à protéger, à faire garde-barrière, à protéger l'espace aérien de l'OTAN. Alors le Mirage 2000-5, c'est l'avion de défense aérienne par excellence. Pourquoi? Parce que c'est un des premiers aéronefs français à être capable à faire du tir et oubli, le fameux Fox 3. À la base, ce sont des cellules de Mirage 2000C, Mirage 2000C qui a été récemment retiré du service, qui ont été modernisées dans cette version tiré 5. Vous avez une mise en service fin des années 90, 98, 2000, et il a été équipé d'un radar RDY. Pourquoi RDY? Radar Doppler Y, tout simplement. Il monte à Mach 2,2, donc le Mirage 2000-5 est plus rapide qu'un Rafale. Il a quand même une poussée grâce à son M53 comme les autres Mirage 2000 qui est quasiment de 10 tonnes sur la post-combustion. Et il n'y a qu'une seule unité, qu'un seul escadron de chasse qui les met en œuvre, c'est les fameuses cigognes. Un de cigognes initialement basé à Dijon et maintenant depuis 2011 sur la BA, la base aérienne 116 de Luxeuil. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cigognes ont hérité d'une histoire, d'une historique très prestigieuse, avec notamment des as comme Guilmer ou Fonck qui ont participé, qui faisaient partie de cette unité lors de la Première Guerre mondiale. Ce sont ce qu'on appelle des DA-man, la DA c'est la défense aérienne, et ce sont parmi les rares pilotes de l'armée moderne à être monomission. Ils ne font que de la défense aérienne, leurs 180 heures à peu près par an, à 200 heures d'entraînement, sont dévolues à de la sweep, rentrer en territoire ennemi et balayer, donc prendre l'espace aérien, ou de la CAP, combat air patrol, la protection d'un point, la protection d'une zone. En termes d'armement, il peut tirer du Mika, Mika IR, infrarouge Fox 2, ou du Mika EM, qui lui voilà, est un missile Fox 3. Le Rafale de son côté a été pensé à la base comme étant omni-rôle, multimission, il faut savoir tout faire. Et il n'arrête pas d'être amélioré. Donc si au début de la vie du Rafale, le Mirage 2000-5 était meilleur en combat aérien, maintenant ce n'est plus le cas. Pourquoi ce n'est plus le cas? Le radar du Rafale a évolué, et maintenant un radar à balayage électronique avec une antenne active. Il a énormément gagné en sensibilité, en capacité de détection. Et maintenant, les Rafales, depuis maintenant quelques mois, peuvent également tirer du Météor. Le Météor, qui est un nouveau missile fabriqué par MBDA, une entreprise principalement française, qui a d'énormes capacités en termes d'allonge. En termes de portée, c'est ce qu'on appelle un game changer. On change de catégorie par rapport au Mika et ça permet de faire peur à l'adversaire beaucoup plus loin ou d'engager l'adversaire de beaucoup plus loin. Un Rafale B, c'est un biplace. Ils sont basés à Saint-Dizier. Un B fait à peu près 10 tonnes 2, un C va faire dans les 9 tonnes 8. Donc on est sur voilà, à peu près une dizaine de tonnes pour une masse maximum au décollage de 24 tonnes 5 et une vitesse maximum de Mach 1.8. Donc le Rafale peut être plus lourd, peut emporter plus de pétrole, va être plus puissant avec ses 2 fois 7 tonnes 5 de poussée de manière générale, mais va aller un peu moins vite du fait de sa forme qui est moins aérodynamique parce qu'il est réfléchi pour faire tout type de mission. Le pilote à l'intérieur, lui, va moins être spécialiste de la défense aérienne parce que quand vous faites du Rafale, vous faites beaucoup de close air support, d'appui aux troupes au sol. Vous pouvez faire également du nucléaire si vous êtes à Saint-Dizier sur biplace, mais également sur monoplace. Bref, vous avez une multitude de missions, c'est le principe même du omni-rôle.
Tout ce qui est vol depuis l'invasion en Ukraine, eh bien, c'était initialement fait pendant un mois depuis Mont-de-Marsan et depuis le 22 mars, depuis Saint-Dizier. Tout petit crochet par l'armée de l'air bulgare. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été créée le 20 avril 1906. Il y a à peu près 6500 personnes qui y servent. C'est l'équivalent de l'aéronavale française pour 126 aéronefs. Niveau historique, c'est intéressant parce qu'ils ont participé au premier bombardement quasiment en Europe. C'était pendant la première guerre balkanique. C'était le 16 octobre 1912 où, depuis un Albatros F2, ils ont bombardé une gare turque en ayant l'idée de prendre des sortes d'obus de mortier et de les faire tomber directement à la verticale. Vous voyez que ce concept, plus de 110 ans après, il revient avec les drones. Dans les faits de guerre de l'armée de l'air bulgare, il y a en 1955 2015 qui ont décollé, qui ont intercepté un Lockheed C-69, le vol 402 EL-AL qui faisait Londres-Tel Aviv via Vienne et Istanbul. Et oui, à l'époque, il fallait faire des arrêts pour refaire le plein. Donc ce Lockheed est pénétré en Union soviétique, il s'est fait intercepter et il s'est fait abattre. Et il y a eu 58 victimes ce jour-là. À l'heure actuelle, l'armée de l'air bulgare, c'est une petite quinzaine de MiG-29, c'est à peu près 8 Sukhoi 25, les fameux Frogfoot, 6 L-39 et vous avez également quelques PC-9. Leur problématique est très simple. En 2019, ils ont commandé des F-16 Block 70 suite à une petite compétition entre différents constructeurs. Le Gripen avait proposé sa copie, la France n'avait pas jugé utile de proposer Rafale. De son côté, l'Israélien avait proposé des F-16 d'occasion et au final, ce sont les Américains qui ont remporté le contrat avec des F-16 Block 70. La problématique, c'est quoi? C'est qu'il y a eu cette commande en 2019 pour 8 aéronefs, il y a une commande là récemment pour quelques avions supplémentaires, mais leur MiG-29, en termes de maintien en condition, ils ont des soucis. Ils vont avoir des gros soucis à partir de 2023, ils voulaient récupérer du matériel grâce à la Pologne, mais vous doutez bien qu'avec ce qui se passe en Ukraine, tout ce qui est moteur, réacteur, pièces d'entretien MiG-29 a plutôt tendance à partir de l'autre côté de la frontière avec l'Ukraine. Du coup, entre 2023 et 2027, 2028, alors qu'il y a une grosse demande de protection de l'espace aérien, eh bien, ils vont avoir pas grand-chose. Donc, soit les alliés vont les aider, soit eh bien, il faudrait récupérer des avions pour faire l'intérim durant quelques années. Or, nous parlions juste avant du Mirage 2000. Il s'avère qu'en France, nous avons arrêté les Mirage 2000C à l'été dernier. À partir de là, serait-il possible que la France propose du Rafale ou du Mirage 2000 en location? Bien, le Rafale, c'est très peu probable. Néanmoins, peut-être déstocker du Mirage 2000 pour le proposer en location en Bulgarie. Les prochains mois, nous le dirons. Alors revenons-en au cœur de la vidéo, le Rafale face à Poutine. Mon analyse met tout sens, comme j'aime bien vous le dire, par rapport à cet envoi de 4 Rafales. Qu'est-ce que c'est? Premier point, message politique. Message politique vis-à-vis de nos alliés, une volonté d'investissement, montrer que nous sommes présents, que nous jouons le jeu et qu'on envoie, nous sommes dans les capacités d'envoyer un détachement. Il ne s'agit pas de 2 avions, mais 4 avions, ce qui est quand même une efficacité, si besoin, assez conséquente. Deuxième point, une volonté d'augmenter l'efficacité opérationnelle des avions que l'on déploie. Le fait d'envoyer du Rafale, c'est avoir du radar à balayage électronique actif, c'est avoir du Météor, c'est être sur la liaison 16, même si la plupart des Mirage 2000-5 peuvent le faire également, mais c'est surtout cette capacité à gagner n'importe quel engagement grâce au Météor en termes d'allonge. Donc vous savez que vous envoyez un avion qui a un missile, à l'heure actuelle, qui permet d'avoir une meilleure portée que n'importe quel missile russe en face. Les Russes sont au courant et du coup, c'est très dissuasif. Mais le troisième point, pour moi, c'est plutôt lié à la réduction des coûts. Pourquoi est-ce que je vous parle de réduction des coûts? Si vous décollez, comme ça a été le cas pendant un mois de Mont-de-Marsan, pour aller protéger l'espace aérien de l'OTAN, vous avez énormément de transit. Tout ce temps de transit, c'est du temps facturé, c'est du potentiel au niveau des réacteurs, c'est du temps de vol pour les pilotes, ça coûte très très cher. Le fait de déployer 4 Rafales plus ou moins sur place dans ce coin-là, ça vous permet de réduire tout ce temps de transit qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée, ça vous permet d'éviter de mettre des tankers, des Airbus A330 MRTT ou autres en permanence sur chacune de ces sorties, ça vous permet tout simplement de préserver le matériel. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vincent Lamignon, qui est sur Twitter, que je vous conseille de suivre, il a récemment tweeté que lors d'un passage devant l'Assemblée nationale, le général Stéphane Mille, donc le chef d'état-major de l'armée de l'air, a déclaré que les équipages chasse, donc les pilotes de chasse, allaient effectuer maintenant 150 heures
par an du fait des contraintes, en fait, du soutien à l'export, le fait que l'armée de l'air s'est fait prendre des Rafales pour qu'on les donne à des clients export. À partir de là, il y a moins d'avions, il y a moins de potentiel et il faut donc réduire l'entraînement des pilotes, ce qui est assez incroyable puisque la norme OTAN, c'est normalement 180 heures minimum. À un moment où les tensions n'ont jamais été aussi fortes depuis presque la création de l'OTAN, eh bien nous passons nos équipages, d'après ces informations, à 150 heures par an. À partir de là, si on peut les faire économiser sur le transit, vous voyez bien que c'est logique et ça permettra de maintenir un niveau d'entraînement cohérent pour nos équipages. Je voudrais également préciser que à l'heure actuelle, on a quand même l'impression de rentrer dans une sorte de guerre tiède. Alors vous avez connu la guerre froide, maintenant nous sommes plutôt dans cette guerre tiède. Et qu'est-ce qui caractérise ce type d'affrontement froid ou tiède? C'est que ça va être très consommateur en potentiel humain, matériel et économique. À partir de là, il faut pouvoir tenir dans la durée et vous doutez bien que positionner nos avions en détachement plus proche de la zone d'opération, ça rentre dans cette logique-là, ça permet d'économiser le potentiel humain et matériel et économique. Je finirai juste sur la partie économique par rapport à cette notion de guerre tiède. Il faut savoir qu'en 1960, pendant la guerre froide, le budget de la défense c'était 5,44% du PIB. En 69, c'était descendu à 3,5%. En 1974 à 2,5%, avant de remonter un petit peu en 1982 à 2,97% et en 2019 1,82% du PIB. En 60, 5,44%, en 2019 1,82%, il semblerait que ça soit en négociation pour remonter. Néanmoins, je veux attirer votre attention sur le fait que pendant la guerre froide, c'était par moment au-dessus de 5%. En guerre tiède, on essaie de se battre pour avoir 2%. Forcément, ça va avoir un impact. Alors vous allez me dire, il n'y a plus les conscrits, c'est tout différent. Oui, mais le matériel n'a jamais coûté aussi cher. Allez, je vous laisse avec tous ces axes de réflexion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre analyse par rapport à cette volonté de déployer ces 4 Rafales. Et puis peut-être à bientôt en conférence ou en formation. Nous sommes certifiés Calliope. Donc si vous voulez qu'on vienne dans votre entreprise, adapter les méthodes de l'aviation au-delà du cockpit, directement à votre industrie, n'hésitez pas à nous contacter et même à vous connecter sur LinkedIn. On est présent et actif sur LinkedIn également. À très bientôt et fly safe.